Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h30 sur nos antennes. C'est l'heure de votre rendez-vous de l'information. Une information que nous ouvrons par notre volet politique. Le Parti pour le développement et la solidarité sociale a repris ses activités ce 20 mars 2019 à Port-Gentil en présence de son président, Maître Séraphin Daorimbogo. On fait le point dans cet élément de notre rédaction. Le Parti pour le développement et la solidarité sociale, PDS, a renoncé ses activités dans la commune de Port-Gentil. C'est ce qui ressort de la réunion présidée par le leader de cette formation politique, Maître Séraphin Daorimbogo, ce mercredi 20 mars 2019, au siège provincial du parti qui se réclame toujours de l'opposition responsable. Au cours de cette réunion, l'union des jeunes de ce parti par l'entremise de sa co-coordinatrice nationale, Isabelle Ekominko, ainsi que quelques-uns de ses plus proches collaborateurs, ont tour à tour fait une présentation des travaux de réflexion qu'ils ont entamés depuis le 7 février de l'année 2019. Parmi les points présentés, figuraient les causes de l'échec du PDS lors des élections couplées des législatives et locales d'octobre 2018, les problématiques sur le bon fonctionnement du parti et bien d'autres sujets d'avenir. Nous nous sommes dit, c'est vrai, l'élection est passée. Mais ce n'est pas l'élection qui caractérise, qui détermine notre parti. C'est d'abord nous-mêmes, notre fonctionnement, notre organisation. Qu'est-ce que ça a été les 2 ou 3 dernières années au niveau du PDS? Comment les structures se sont-elles organisées? Comment est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les problématiques? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous nous sommes assis et nous avons essayé d'identifier également les problèmes au sein du parti. Prenant la parole, le président de cette formation politique, Maître Séraphin Daorimbogo, a tout d'abord reconnu les causes aussi bien endogènes qu'exogènes qui ont accablé le PDS durant les élections passées avant que de se fixer les objectifs à atteindre. Par rapport aux suggestions que vous avez faites également sur le fonctionnement du parti, les relais, j'ose voir que les jeunes qui y travaillent auront enregistré ces différents relais. Ce parti a fonctionné un peu comme s'il n'y avait pas de fil conducteur. Et la déperdition de l'information entre le sommet et la base aurait été également l'un des mots qui mine le fonctionnement du parti. Au sorti de cette rencontre qui aura duré plusieurs heures, les militants et cadres du PDS se sont voulus confiants. La reprise du PDS est vraiment un élément d'espoir parce que le PDS est l'unique parti de l'opposition. L'opposition réfléchit. Celle qui sait dire non quand c'est mal fait, celle qui sait dire oui quand c'est bien fait. Donc, sa reprise ne peut être qu'une bonne chose. Je suis très contente que le président relance ses activités. De toute façon, il y a eu une débâcle pour le parti dans toute la province. Mais on espère que prochainement ça ira, parce qu'on va reprendre les activités dans tous les arrondissements, dans tous les départements, afin qu'on fasse mieux prochainement. Nous allons tirer les leçons et on va travailler davantage pour que prochainement on remporte plus de victoires comme avant. C'est donc avec un sentiment de satisfaction pour la reprise des activités de leur parti, plus de 5 mois après des vacances prises au lendemain des élections jumelées du 6 octobre 2018, que les bâtisseurs se sont séparés en se donnant rendez-vous dans les jours à venir. En action! En action! Les employés de Dietsman Gabon sont en grève depuis plusieurs jours. Les raisons, ici avec Georgie Rovaria. Déjà, je me présente. Je me nomme Yann Mangangou. Je suis secrétaire national en charge des organes statutaires de base du syndicat des employés, ex-employés et retraités du pétrole et activités connexes. Si vous voyez les travailleurs ici, d'accord, c'est parce que ces travailleurs sont rentrés en grève suite à un mot d'ordre de grève qui a été lancé le lundi 19 à 24h01. Les dispositions effectivement de la loi prévoient que lorsque les travailleurs entrent en grève, la grève se fait sur le lieu du travail. Si ces derniers se retrouvent là, je peux dire à la limite sur la voie publique, c'est parce que l'employeur effectivement a décidé d'entraver, d'accord, le droit syndical, le droit de revendiquer effectivement dans notre pays. Il a désactivé tous les badges effectivement des employés en grève
il a effectivement permis à ceux que certains qui devaient monter sur site ne montent plus. Il a envoyé du personnel étranger à l'entreprise, d'accord, de la prestation PSG, d'accord, aller remplacer le personnel sur site actuellement. Donc, ces personnes-là sont assises parce qu'ils ont soumis des revendications auprès de leur employeur. Les travailleurs ont demandé que l'employeur mette en place des fiches de poste qui sont effectivement étudiées par ce dernier et montrées aux travailleurs pour que d'accord partie la fiche de poste soit acceptée. L'employeur a catégoriquement refusé. L'employeur a fait des fiches de poste de 5, 6 pages, 8 pages aux travailleurs pour les surmener. D'accord, à ce qu'effectivement ils commettent des erreurs et pour qu'ils s'en saisissent pour les licencier. Les travailleurs effectivement ont demandé au terme des dispositions de l'arrêté 62 qui dit qu'un jour passé sur site est égal à un jour de récupération. L'employeur a fait travailler ces derniers-là pendant les jours de récupération, le repos compensateur. Ils n'ont jamais récupéré ce repos compensateur. Ces derniers ont dit à leur employeur qu'ils ont besoin de récupérer ce repos. L'employeur a refusé. Donc en somme, y compris les heures supplémentaires, l'employeur fait travailler certains des travailleurs les samedis et les dimanches sans pour autant les rémunérer en heures supplémentaires. Mais il s'avérait qu'au cours effectivement des discussions, malgré effectivement l'apport de l'administration, l'employeur est resté sur ses positions. Et il a donné des noms catégoriques à tous les points effectivement du cahier de charge. Et il s'avérait même, le pire, c'est qu'aucun procès verbal n'a pu être signé. À l'heure où nous vous parlons, il y a des gens sur site, sur chantier en mer. Et actuellement, les choses vont très mal. Les gens effectivement sont prêts à en découdre. Si et seulement si on envoie des gens pour occuper leur poste de travail pendant qu'ils sont en train de revendiquer les droits que leur confère la loi. Voici en quelques mots les principaux points de la situation instable qui prévaut au sein de l'entreprise Dietman Gabon, partenaire numéro 1 de Total Gabon dans la maintenance. Il a rappelé par ailleurs que la première autorité provinciale a été saisie afin que les dirigeants de cette société respectent la législation gabonaise, mais aussi que les points de revendication soient considérés. Les grévistes ont promis de durcir le ton si rien n'est fait dans les tout prochains jours. Au cours de l'atelier de validation des outils du collectif par le comité de planification qui s'est tenu à Libreville, le représentant résident de l'UNESCO au Gabon nous dresse la situation du système éducatif au Gabon. Écoutons à ce propos Vincenzo Farizo au micro de Tanguy Owana. Malgré un taux net de scolarisation élevé au primaire comme au secondaire, on observe de nombreuses insuffisances dans la qualité de l'éducation du Gabon, notamment la non-employabilité des sortants, la déficience des moyens dans les infrastructures, les équipements, les encadreurs mais aussi les enseignants, la faible représentativité des séries scientifiques au secondaire et un fort taux de redoublement et un environnement scolaire marqué aujourd'hui par la violence et les grossesses précoces. Parmi ces insuffisances, l'une des plus importantes, c'est sans aucun doute le déficit de statistiques récentes et fiables. Cette absence de statistiques affecte tous les sous-secteurs de l'éducation, du préscolaire à l'enseignement supérieur. C'est dans cette optique que le Gabon s'est engagé au plus haut niveau à mettre en œuvre des actions pour l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 4 et des aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine par l'élaboration d'un plan sectoriel de l'éducation. En sa qualité d'institution spécialisée des Nations Unies pour l'éducation, l'UNESCO coordonne la mise en œuvre du cadre d'action éducation 2030 et à ce titre, l'UNESCO a initié le projet d'appui à la production des statistiques basiques à l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation au Gabon avec la participation de 4 partenaires dont 2 agences des Nations Unies, l'UNICEF et le FINUAP, et 2 partenaires au développement, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Les résultats à atteindre par ce projet sont la production d'annuaires statistiques de tous les sous-secteurs de l'éducation, la réalisation d'un diagnostic complet du secteur de l'éducation et une planification rigoureuse des actions à mener dans le secteur par l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation. Après le crash du Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines, le Gabon vient d'interdire lui aussi le Boeing 737 MAX 8 dans son espace aérien, une décision rendue publique par l'Agence nationale de l'aviation civile. Armand Evamba pour plus de détails. Après l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie et plusieurs autres pays africains,
Le Gabon vient à son tour d'interdire le Boeing 737 MAX 8 dans son espace aérien. Suite au crash survenu le 10 mars 2019 à Addis Abeba en Éthiopie, qui a causé la mort de 157 personnes. Cette décision a été rendue publique le 14 mars par l'Agence nationale de l'aviation civile, rapporte Direct Info Gabon. Comme les autorités d'aviation civile de plusieurs pays, l'ANAC a procédé à l'interdiction de survol de leur espace aérien et d'atterrissage sur leur territoire des Boeing 737 MAX à titre conservatoire. Compte tenu de ces circonstances, et bien que l'enquête n'ait révélé aucune cause à ce stade, convaincu que les investigations complémentaires doivent être effectuées par les autorités de certification de ce type d'avion pour s'assurer de leur navigabilité, a indiqué l'ANAC. En attendant les résultats que les deux boîtes noires déjà en France révéleront pour déterminer les causes réelles à l'origine du crash, la prudence reste de mise. Et au Bénin, le suspense demeure dans le cadre de la tenue des élections législatives apaisées du fait de la modification de l'article 80 de la Constitution par le comité paritaire de l'Assemblée nationale. Une mesure qui alimente les débats au sein de la classe politique béninoise. Reportage. Suspense à Cotonou après les démarches enclenchées par le Parlement en vue des législatives inclusives et apaisées. Suite à l'ouverture de la 4e session extraordinaire lundi 18 mars 2019, un comité paritaire de 5 députés a proposé des lois dérogatoires à la charte politique et au code électoral ainsi que la modification de l'article 80 de la Constitution. Les parlementaires vont procéder jeudi 21 mars 2019 à l'examen de ces propositions en plénière. Nous avons maintenu l'article 242, mais nous l'avons rendu plus lisible en prenant tout simplement ce qui avait été décidé par la Sénat et donc l'interprétation, l'application qui en a été faite par la Sénat, nous l'avons purement et simplement introduite dans la nouvelle loi. Ces mesures du comité paritaire présidé par le président de l'Assemblée nationale alimentent les débats. De nouveaux délais sont prévus dans la loi portant charte politique, notamment pour faciliter la délivrance du certificat de conformité. La révision de la Constitution dans nos pays d'Afrique engendre d'autres conséquences difficiles à gérer. C'est pourquoi nous sommes dans la logique d'être méfiants et de souhaiter que nous ne modifions pas la Constitution. S'agissant du code électoral, le quitus fiscal est maintenu, mais la loi fait obligation au directeur général des impôts de délivrer le précieux sésame à tout candidat dont la situation fiscale présente un solde égal à 0. Cependant, la disposition portant modification de l'article 80 de la Constitution, qui proroge de 45 jours le mandat de la 7e législature, suscite des controverses au sein de la classe politique et des populations. 2020, c'est la date choisie par les autorités burkinabées pour l'organisation du prochain scrutin présidentiel. Dans la préparation de ces futures échéances électorales, plusieurs partis entrevoient la chance d'une alternative. C'est le cas du Parti des libéraux qui envisage changer la donne en 2020. Reportage. Bientôt 5 ans après le scrutin de novembre 2015, le Burkina Faso organisera une nouvelle élection présidentielle en 2020. Déjà, les partis libéraux burkinabés, membres du réseau libéral africain, entrevoient les chances d'une alternative. L'UPC, l'ADF-RDA et le Faso autrement affichent leur sérénité dans la préparation de ces futures échéances électorales qui pourraient être favorables pour l'opposition. Il est temps d'essayer le libéralisme et de voir ce que le libéralisme pourra apporter à notre pays, le Burkina Faso. En tout cas, nous souhaitons qu'en 2020, les libéraux soient au pouvoir au Burkina Faso et nous ferons ce que nous avons à faire. Nous jouerons notre partition pour que les libéraux soient au pouvoir en 2020. Les partis burkinabés, membres du réseau libéral africain, nourrissent aussi l'ambition d'installer un régime libéral à la tête du Burkina Faso, un projet qui aurait des chances d'aboutir grâce à l'adhésion d'une majeure partie de l'opposition. Des concertations ont commencé pour définir une stratégie commune et une commission a été mise en place pour tracer la feuille de route de l'ensemble de l'opposition par rapport donc à ces échéances-là, afin que nous l'abordons de manière groupée, dans le souci d'attaquer de tout par le MPP et de faire un coup KO de l'opposition au MPP cette fois-ci. Rappelons que Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF-RDA, s'est vu confier début mars à Marrakech au Maroc le poste de président délégué du réseau libéral africain.
Mouvement de grève dans le secteur éducatif malien. Depuis le début de l'année académique 2018-2019, les cours sont paralysés du fait de la non prise en compte des revendications inscrites dans le cahier de charge, une situation qui laisse planer le spectre d'une année blanche. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, le système éducatif malien est paralysé par une série de grèves entamées par les collectifs des syndicats signataires du 15 octobre 2016 de l'éducation fondamentale et secondaire. Malgré des réponses aux 7 points sur les 10 doléances déposées sur la table de négociation, les grévistes n'entendent pas reprendre les cours sans la satisfaction totale de tous les points. Une situation qui laisse planer le spectre d'une année blanche. On dit que pour qu'une année scolaire soit valide, il faut que au moins les programmes soient exécutés à 75%. Ça, c'est le moins. Mais au-delà de 75%, l'année n'est plus valide. La validité d'une année scolaire ne doit pas être comprise que seulement du point de vue de la durée du temps d'apprentissage. Mais il y a aussi et surtout la qualité de ce qui est appris aux enfants. Les discussions sont bloquées sur un certain nombre de points précis, l'octroi d'une prime de documentation, l'octroi d'une prime de logement, l'adoption immédiate du projet de décret portant plan de carrière du personnel de l'enseignement. Mais pour Daouda Tekete, il faut un vrai débat sur l'éducation au Mali. L'école connaît une crise cyclique qui revient de façon périodique, depuis 91 pratiquement, disons-le. Mais il faut mieux analyser en profondeur les causes de ces grèves perlées pour comprendre, pour essayer de trouver les solutions qu'il faut pour sortir de cette façon de concevoir nos années scolaires. La dernière année blanche au Mali remonte en 1994. Plusieurs associations de la société civile ainsi que des leaders d'opinion étaient montés au créneau pour demander la reprise des cours au plus vite. Nous voilà arrivés au terme de cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes.